La traite des êtres humains, forme de l'esclavage contemporain, touche tous les pays. C'est un fléau en constante croissance qui ne peut nous laisser indifférents. Et selon un expert britannique, Kevin Hyland, premier commissaire indépendant chargé de la lutte contre l'esclavage au Royaume-Uni, et je le cite, « La traite des êtres humains est un crime ignoré, car il touche des personnes marginalisées et nous profitons tous quelque part de ce crime. Mais dans le monde entier, en 2020, moins de 10 000 poursuites ont été engagées pour la traite des êtres humains par les États sur 40 millions de crimes potentiels, ce qui équivaut à 0,25 pour 1000. Ce n'est rien, et cela diminue chaque année. Et selon le juge Forst Opeka, président honoraire de l'Institut international de droit humanitaire, un expert reconnu en droit international pénal, l'esclavage est peut-être, si ce n'est le plus ancien, l'un des plus anciens crimes contre l'humanité, largement avant que le concept même de crime contre l'humanité n'existe. Alors pourquoi rien ou peu de choses se passent? Peut-être qu'il y a une raison. Le problème est que, à mon avis, les auteurs de ce crime ne sont pas des personnalités de haut niveau. Il y a une tendance dans la vie internationale à accorder plus de poids à poursuivre des personnes de haut niveau. Fin de citation. Nous sommes ici pour réfléchir et agir ensemble. L'esclavage contemporain atteint des millions de personnes sous différentes formes. Le travail forcé dans l'agriculture, dans le bâtiment, le travail domestique, l'industrie. L'esclavage sexuel, la vente et l'enlèvement d'enfants, la maternité forcée, la pornographie des enfants, le vol d'organes, le crime forcé, de la mendicité au terrorisme. Ces activités criminelles engendrent des profits illégaux de 150 milliards de dollars. Si l'esclavage était un pays européen, il aurait la population de l'Espagne et une production économique un peu inférieure à celle du Portugal. L'esclavage contemporain est le troisième producteur de CO2 après la Chine et les États-Unis. 50 millions de personnes sont victimes de l'esclavage contemporain. 12 millions d'enfants, 71% sont des filles et des femmes, 27 millions de victimes de travail forcé, 22 millions de victimes de mariage forcé. Les causes en sont la recherche de profits sans limite, à la fois par des producteurs et par des consommateurs. Et deuxièmement, une culture de déchets où nous jetons les personnes comme les objets après les avoir épuisés. Les instruments juridiques. De nombreux instruments juridiques existent, mais ne sont que très insuffisamment mis en œuvre. Permettez-moi de citer Valiant Ritchie, ancien procureur américain spécialisé dans l'exploitation sexuelle des adultes et des enfants, qui était jusqu'en avril représentant spécial et coordinateur de l'OSCE pour la lutte contre la traite des êtres humains à Vienne. Il représente l'OSCE au niveau politique sur les questions de lutte contre la traite et aide les 57 États participant à l'OSCE à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies et des initiatives de lutte contre la traite. Je le cite. Il y a environ 20 ans, en 2000, le protocole de Palerme nous a fourni la première définition internationale de la traite qui a mis en évidence les 3 piliers de notre réponse. Protection, poursuite internationale et prévention. Mais malheureusement, plus de 2 décennies plus tard, la traite est pire que jamais et aucun pays ne l'a vaincue. En fait, elle est de plus en plus ancrée dans nos économies et nos sociétés et continue de croître, alimentée par les plateformes en ligne. Je pense qu'il est vraiment important de prendre conscience que les hommes qui achètent du sexe aux victimes de la traite ne font pas qu'alimenter l'exploitation, mais s'engagent aussi dans l'exploitation. Le sexe non consensuel, c'est un acte d'exploitation en soi. Je pense qu'il est essentiel d'en tenir compte. Fait stupéfiant, continue Valiant Ritchie, pendant la pandémie, les recherches mondiales de pornographie ukrainienne ont augmenté de 600%. Les recherches d'escortes ukrainiennes ont augmenté de 200%. Et ce, dans plusieurs pays et dans plusieurs langues. Ces données révèlent une augmentation de la demande d'accès sexuel aux femmes et aux filles ukrainiennes. J'ai poursuivi, disait Valiant Ritchie,
un homme, il y a plusieurs années, qui disait à ses amis « La guerre est géniale pour le commerce du sexe. La guerre est géniale pour le commerce du sexe. » C'est ainsi qu'il voyait l'énorme vulnérabilité qui résulte d'un conflit. Nous voyons le conflit comme une grande tragédie, mais lui l'a vu comme une opportunité. Je pense que nous avons vraiment besoin que les États mettent en œuvre leurs obligations juridiques internationales. Dans notre étude sur comment décourager la demande, l'OSCE a identifié que parmi les 557 pays membres, 20 n'avaient aucune initiative identifiable pour répondre à la demande qui favorise la traite à des fins d'exploitation sexuelle, ce qui signifie qu'ils ne respectent pas leurs obligations légales internationales. Et le principal défi, à l'heure actuelle, conclut Valiant Ricci, reste la nécessité d'une volonté politique pour résoudre ces problèmes en accordant les ressources nécessaires à toute intervention gouvernementale et aussi en s'assurant que nous finançons tous les autres programmes de protection et d'assistance aux victimes. Fin de citation. Les conflits armés accroissent la vulnérabilité comme les mouvements de population que les conflits provoquent. Sur le terrain, pour comprendre jusqu'où et comment le viol systématique peut être utilisé, je citerai l'exemple du médecin gynécologue congolais, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, surnommé l'homme qui répare les femmes en République démocratique du Congo. Dans son discours de remise du prix Nobel en 2018, il soulignait, je cite, « Je fais partie d'un des pays les plus riches de la planète, et pourtant le peuple de mon pays fait partie des plus pauvres du monde. Et il n'y a pas de paix durable sans justice. Les tensions en RDC ont provoqué la mort de 6 millions de personnes et le déplacement de 4 millions à l'intérieur du pays. Cette tragédie humaine se poursuit sans que les responsables ne soient poursuivis. » Fin de citation. Un film, Whistleblower, lanceur d'alerte, reprend l'histoire malheureusement vraie de forces de maintien de la paix de l'ONU en ex-Yougoslavie, organisant des réseaux de prostitution forcée dans les zones de conflit. La personne qui a dénoncé ce conflit, ce trafic, a été licenciée et, à ma connaissance, aucune poursuite n'a été entamée contre les responsables. À fin mars, au Palais des Nations à Genève, nous avons organisé un événement parallèle sur la traite dans les conflits armés et les situations post-conflictuelles. Et je cite Madame Natalia Holinska, responsable du projet de lutte contre la traite des êtres humains, Caritas Ukraine et Côte-Net. Je cite l'exemple ou le cas de Ksenia. J'ai décidé de vous raconter les histoires vraies de victimes qui ont survécu à la traite des êtres humains en Ukraine dans un pays en guerre. Et Ksenia, 19 ans, vient de l'ouest de l'Ukraine. Au début de la guerre, elle perd son emploi et se voit proposer un travail en Pologne qu'elle a refusé une première fois. Mais en raison de la situation incertaine dans le pays et de sa vulnérabilité, elle a été facilement recrutée et est apparue en Pologne dans des maisons closes clandestines et a été exploitée sexuellement pendant plusieurs mois. Beaucoup de femmes ukrainiennes, dans un état vulnérable, partent à l'étranger. Certains recruteurs leur offrent le transport gratuit ou l'hébergement, puis commencent à les exploiter comme la servitude domestique ou sexuelle. Fin de citation. Sur la migration, nous avons organisé plusieurs webinaires et je voudrais citer le père Moussi Zeraï, prêtre catholique érythréen et défenseur des droits des réfugiés, surnommé le prêtre des migrants, l'ange gardien des réfugiés ou le premier intervenant auprès des réfugiés. Il a été candidat au prix Nobel de la paix en 2015. Et je cite « Toute la corne de l'Afrique se trouve dans une situation très compliquée, en guerre, dans la faim, dans la dictature. Tout cela est à l'origine du problème qui les pousse à partir. Alors, que se passe-t-il en mer Méditerranée ? L'Union européenne, au cours de ces 20 dernières années, a essayé de construire un autre type de monde avec le processus de Rabat, avec le processus de Khartoum, avec le mémorandum avec la Libye qui a été renouvelé il y a quelque temps. Mais tous ces instruments, tous ces processus, tous ces accords ne sont pas là pour protéger les gens, pour protéger ces personnes vulnérables, mais seulement pour créer des obstacles, pour construire des murs. Et alors, que se passe-t-il derrière ces murs ? Que se passe-t-il dans les centres de détention libyens ? Que se passe-t-il en Libye ? Que se passe-t-il au Soudan ?
Que se passe-t-il en Égypte? Donc ces accords, ces processus ou ces mémorandums ne sont pas là pour protéger les gens, les personnes vulnérables, mais ne servent à créer des obstacles. Et ces obstacles mettent en danger de plus en plus les migrants. Les trafiquants sont heureux parce que les trafiquants sont là pour offrir des alternatives plus dangereuses et plus coûteuses. C'est pourquoi nous avons besoin de créer des accès légaux. Si nous voulons combattre les trafiquants, la seule façon est d'offrir aux réfugiés des lieux de sécurité et un accès légal. Concernant l'exploitation sexuelle des femmes issues de la migration dans nos pays, voilà comment un autre expert, Brian Iselin, qui a 30 ans d'expérience comme policier activiste contre la traite des êtres humains au niveau international, décrit l'organisation systématique de la prostitution forcée des migrantes dans nos pays développés. Je cite. Sur le plan législatif, la solution consiste à criminaliser l'acte de l'acheteur et à décriminaliser l'acte du vendeur. La femme qui se prostitue n'est pas pénalement responsable. L'homme qui l'achète devrait être pénalement responsable. Lorsque la demande de prostitution augmente, il n'y a, disons, aux Pays-Bas ou en Allemagne ou dans d'autres pays européens, qu'un nombre limité de femmes locales disposées à se prostituer. Et c'est là que les trafiquants interviennent et qu'ils sont capables de faire venir des femmes de presque n'importe où pour combler cette lacune. Tant que nous ne réduirons pas la demande de services sexuels rémunérés, nous assisterons à une augmentation de la prostitution, conséquence d'une offre insuffisante pour répondre à cette demande croissante et donc à une augmentation de la traite des êtres humains. Fin de citation. Ce phénomène prend aussi une ampleur d'autant plus grande que, contrairement au modèle nordique, l'Allemagne, par exemple, a légalisé la prostitution. Et je cite ici une ancienne prostituée, Sandra Nora, qui migrait en Allemagne. Nos États, j'habite en Allemagne, ont la responsabilité de leur modèle. Chaque État a la responsabilité de son modèle de fournir une orientation, en particulier aux jeunes et aux personnes vulnérables. Cependant, la triste vérité est que mon pays croit que la violence sexuelle contre les femmes est normale, car cette législation libérale sur la prostitution ne signifie rien d'autre. Vous ne pouvez pas lutter contre la traite quand vous encouragez la demande. L'Allemagne est malheureusement un pays où les proxénètes et les trafiquants peuvent devenir riches avec un risque très faible d'être poursuivis en justice. Toutefois, la plupart d'entre elles, et nous parlons de 200 à 400 000 femmes dans la prostitution en Allemagne, ne sont pas des prostituées, mais ce sont des victimes de la traite des êtres humains. Statistiquement, il y a une forte probabilité de devenir une prostituée à vie après avoir été exploité et trafiqué, pas parce que vous le voulez, mais parce que vous êtes brisé. Fin de citation. L'Ordre de Malte agit sur plusieurs fronts contre la traite des êtres humains. 1. En soutenant au Nigeria une maison d'accueil de femmes victimes. 2. Par une campagne de prévention pour femmes et enfants ukrainiens. 3. En aidant matériellement et psychologiquement des victimes et des survivants. 4. En accueillant des réfugiés aux frontières. 5. En collaborant sur le terrain avec les congrégations religieuses auxquelles je veux rendre hommage aujourd'hui. Et 6. En formant les aidants par un cours gratuit en ligne, en anglais, en allemand, en français et en italien. 7. En organisant des webinaires, 29 à ce jour, sur la traite avec les meilleurs spécialistes internationaux. Ces webinaires sont gratuitement accessibles. Le prochain aura lieu mardi 27 juin à 18h. Je vous invite à vous inscrire sur le site cuhd.org. En conclusion, la formation est essentielle pour que gouvernement et société civile et toutes les parties prenantes prennent conscience et mettent en œuvre les outils pour lutter contre le fléau de la traite de personnes. C'est ce que nous faisons au niveau international depuis Genève dans la Fondation Collège-Université Henri Dunant. Nous vous remercions d'avance de votre appui et je suis bien entendu à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci de votre attention.